beaucoup pour cette super table ronde. On fait un peu le pont entre l'assurance et la banque. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'inviter nos intervenants de la prochaine table ronde. Allez-y, je vous en prie, sur la question de l'avenir de l'assurance. Est-ce qu'il sera défini? Est-ce qu'il résidera dans l'innovation technologique? Un très très beau sujet, très très vaste sujet, qui va donner lieu à de très beaux échanges. Alors on a Luc, Siam, qui est juste là, Ivano et Jean Guibert. Bon, ils ne sont pas disciplinés, nos speakers, aujourd'hui. Hein. Bon, je vais les appeler. Vous avez tous un micro, c'est bon? Ouais, ok, très bien. Alors, je vous propose qu'on commence cette table ronde. Je vais bien sûr vous laisser vous présenter, mais juste avant de vous présenter, je voudrais juste revenir quelques secondes sur cette thématique. D'abord, un grand merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette belle table ronde. La thématique du jour, c'est « En 2030, l'avenir de l'assurance résidera-t-il dans l'innovation technologique ?» Vaste question. Alors quand j'ai préparé un petit peu la réunion et essayé de cadrer un peu le sujet, il y a deux choses qui sont venues en tête. La première, c'est une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, avec Édouard Vieillefond, qui est le directeur général de la CCR. En fait, l'issue de cette réunion était très intéressante parce que la question finalement c'était dans quelques années, alors ça sera peut-être pas 2030 mais ce sera plus loin, la vraie question c'est quand même la survie du modèle actuel du secteur de l'assurance, notamment pour les assurances de biens, parce que le changement climatique aura un impact extrêmement fort et que c'est un challenge énorme à relever. Alors il y a ce challenge, il y en a plein d'autres, mais celui-ci est un challenge très fort. Puis la deuxième chose qui m'est venue en tête, c'est ce bouillonnement, ce foisonnement que vous pouvez voir d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y a plein de prestataires technologiques qui sont avec nous aujourd'hui, et donc il y a ce foisonnement de nouvelles solutions qui révolutionnent un petit peu l'écosystème, qui viennent chacune apporter leur pierre, et donc on a tout ça qui apporte de nouvelles solutions au fur et à mesure. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ce foisonnement technologique va nous aider à relever tous ces challenges? Je vais vous laisser maintenant la parole, peut-être vous présenter juste en quelques mots, dans l'ordre qui vous plaira. Bonjour, Ivano Isaïa, directeur commercial d'Antenia. Donc Antenia, on est un éditeur de solutions logicielles sur l'IRD, l'assurance de personnes, avec une plus-value sur les aspects tarification, souscription et gestion des contrats. Siama Rossi, je suis directrice innovation au sein du groupe Massif. Bonjour à tous, Luc Declercq, je dirige Board of Cyber, c'est une start-up en cybersécurité. On fait de la notation cyber et on accompagne notamment des gros groupes d'assurance pour évaluer la maturité cyber à la fois de leurs prospects et de leurs clients. Très beau groupe, je vous conseille d'aller voir. Jean Guibert, du coup, directeur du service tech, secteur tech pour le groupe Howden, qui est un courtier international installé en France depuis 2 ans. Merci beaucoup à tous. Moi, je suis Benoît Gruet, je suis associé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Columbus Consulting. Je suis en charge du secteur de l'assurance et donc mon métier, c'est d'accompagner tous mes clients, assureurs ou courtiers, dans les transformations qu'ils doivent relever. Je vous propose de commencer cette table ronde avec une question pour vous, Siam. Votre fonction à la Massif, faites-vous une observatrice de choix, évidemment, pour tout ce qui touche à l'innovation. Quels sont, selon vous, justement, les grands domaines d'innovation
qui vont faire bouger le secteur, qui vont révolutionner le secteur dans les années qui viennent? Merci Benoît. Alors c'est une question, effectivement, on parle de nouvelles technologies, donc forcément c'est vrai qu'on pense tout de suite à l'innovation technologique qui va être très porteuse, qui a été porteuse d'ailleurs des 10 dernières années, parce que tous les acteurs assurantiels ont connu une accélération de leur transformation digitale sur les 10 dernières années, et cette transformation digitale, forcément ça a été beaucoup porté par la data, mais aussi par l'IA et par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, quand on pense au domaine au niveau de l'innovation et quand le titre de la conférence est le poids et le rôle des nouvelles technologies dans l'évolution de l'innovation et l'accélération de l'innovation pour préparer l'assurance de demain, c'est vrai qu'aujourd'hui, la innovation tech-driven, donc portée vraiment par la technologie, est très très présente. Ce qui est très positif. Et on le voit aujourd'hui ces dernières années, ces 2 dernières années, ça s'est encore plus accéléré d'un point de vue technologique. On ne parle plus que de digital, de transformation, de chaîne de valeur, d'intégration de différents types de technologies. On est vraiment sur des transformations assez profondes, même des métiers. Et l'IA et l'IA générative est venue vraiment accélérer ces 2 dernières années, en offrant de nouvelles opportunités, en accélérant, et ça continue d'ailleurs à s'accélérer parce que c'est une technologie qui évolue très très vite. Donc il est clair que les années à venir, et même déjà aujourd'hui, mais ça s'accélère quand même, l'innovation technologique, elle est très, très porteuse, on va dire, d'opportunités, très porteuse d'accélération. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types d'innovation, et l'avant-dernière table ronde qui a eu lieu justement ici, elle parlait de progrès social. Certes, c'est très très bien l'innovation technologique, digitale, avec de l'accélération, de l'optimisation, de la performance, de la transformation, voilà, avec des choses qui sont beaucoup plus simples, plus rapides, plus agiles. Pour autant, l'innovation sociale, elle reste quand même le cœur, et notamment pour des groupes mutualistes comme le nôtre. Donc il y a également comment, au fait, cette innovation, elle va être au service du progrès social, parce qu'on en parlait juste avant. Et donc il y a des enjeux aussi d'innovation pour trouver des nouvelles solutions, des nouveaux services, pour répondre aussi à des enjeux sociaux. On parle de personnes en vulnérabilité, on parle de changement climatique, justement. Donc ça peut rendre des personnes aussi vulnérables dans des zones qui peuvent être exposées à des changements climatiques, où là aussi ça s'accélère énormément. On parle aussi de jeunes qui ont aussi besoin d'être accompagnés d'un point de vue pouvoir d'achat, mais sur différents niveaux, à différents niveaux. Donc l'innovation technologique, oui, mais pas uniquement. Et il faut qu'elle soit au service d'eux. Et quand on parle d'intelligence artificielle, typiquement intelligence artificielle générative, quand on réfléchit au fait à ce type de solution, c'est pas de la technologie pour de la technologie, mais c'est de la technologie pour justement réussir à répondre à ces enjeux sociaux et sociétaux. Merci beaucoup Siam. Donc une technologie au service du reste. On va continuer avec vous, Luc. J'ai cru comprendre qu'on a préparé que Board of Cyber avait justement développé une solution largement basée sur la technologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous dire en quoi justement vous appuyez sur ce différenciant technologique pour servir au mieux vos clients? Oui, je te remercie. En fait, donc Board of Cyber, on fait plusieurs solutions, mais une des solutions qui fonctionne bien, c'est la notation cyber. Et une notation cybersécurité, c'est finalement noter votre maturité cyber en continu. Quand on parle d'assurance et quand on parle de cyber, le sujet il est à la fois technologique. Il y a un enjeu, j'aime bien ce que tu dis, c'est en fait il faut que le risque il soit intelligible. Donc quand on parle à un dirigeant de PME, quand on lui parle de cyber, ça peut être très très technique, mais en même temps il a besoin de se protéger, c'est le premier risque financier. Et donc on fait une solution qui est complètement automatisée, qui permet à une entreprise de savoir où elle en est et à ses tiers, son écosystème, de savoir si c'est un partenaire digne de confiance. Donc tous les jours on va faire des tests et c'est une solution qui est efficiente. Et les assureurs ils aiment bien parce qu'en fait c'est un risque qui est compliqué. C'est un risque qui est nouveau, intéressant, parce que des risques nouveaux sont intéressants. Mais on n'a pas de manuel d'actuaire depuis des années sur la partie cyber, donc c'est pas facile d'évaluer le risque. Et d'ailleurs, il y a des assureurs qui ont pris quelques casseroles qui étaient un peu compliquées. C'est un sujet qui est technologique, avec une technologie qui est aussi au service des attaquants. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, à Hong Kong,
quelqu'un qui travaille dans une équipe financière qui a fait tout d'un coup un virement de 25 millions de dollars, il s'est fait arnaquer, mais en fait il s'est retrouvé invité dans une vidéo Teams, et il y avait son DAF qui était dedans, il y avait toutes ses équipes, ses collaborateurs, et c'était une boîte multinationale, et tout était du deepfake, donc c'était un peu compliqué, et à la fois il s'est retrouvé à faire des virements, il a fait des virements de 25 millions de dollars. Tout d'un coup, quand on doit couvrir ce risque-là, ça peut commencer à être compliqué. Et donc, il faut rendre intelligible. Et donc, en fait, il y a des sujets de dire comment on va rendre simple quelque chose qui est compliqué. Et donc, nous, on est là pour créer cet écosystème de confiance et des solutions qui sont en continu, simples, intelligibles, mais en même temps, on va donner toutes les recommandations pour aider à augmenter la maturité cyber. Merci beaucoup, Luc. Je continue avec toi, Jean-Guibert. J'ai l'impression que Howden utilise aussi beaucoup la technologie pour essayer de se différencier. Toi, en plus, tu travailles sur le secteur de la technologie en particulier. Donc, pour toi, quel est justement ce différenciant que vous construisez avec la techno et quel va être l'impact sur le secteur? Oui, effectivement, on voit pas mal de choses. Donc, Howden, pour replacer, c'est un courtier d'assurance anglais qui existe depuis 30 ans, qui s'installe en France il y a 2 ans en mode build-up. On a fait l'acquisition de 6 cabinets de courtage. Aujourd'hui, on est 660 salariés à peu près. Mais notre core business, c'est, et ça a toujours été, ce qu'on appelle dans le langage du grand risque, les lignes financières. Et notamment, dans ces lignes financières, on va retrouver la cyberassurance. Et lorsqu'on va accompagner effectivement des entreprises du monde de la technologie ou même des industriels aujourd'hui, tout va à un moment donné arriver sur des questions de technologie. Voilà. Mon usine se modernise, je suis éditeur de logiciels, je crée des logiciels pour tel ou tel secteur, je suis dans le médical, j'utilise telle solution. Finalement, nous, courtiers d'assurance B2B, grand risque, on se retrouve à devoir appréhender, comprendre et pouvoir pitcher ce type ces nouveaux risques technologiques d'industrie très finalement classique auprès de ce marché de l'assurance qui aujourd'hui découvre au fur et à mesure que ces clients vont plus rapidement que leur compréhension du risque et des calculs actuariels qui peuvent exister. Et effectivement nous, en termes de techno chez Howden, c'est ce qui va... on va chercher à développer des solutions technologiques pour nous démarquer de nos concurrents. Les concurrents sont simples, ça va être les top brokers mondiaux, du Marsh, du Aon, du Willis, sur du servicing pour le client. Là, on va retrouver des services technologiques, des espaces clients, ce genre de choses. Mais nous, au quotidien, ce qui va modifier réellement le visage de l'assurance dans 5 ans, ça va vraiment être l'appréhension, la compréhension des risques technologiques des assureurs pour pouvoir bien couvrir et bien transférer les risques financiers de nos entreprises qui font vivre énormément de personnes au quotidien en France sur un changement finalement dans des process soit industriels, soit des process finalement dans les prestations intellectuelles. Et on va retrouver là par exemple tout ce qu'on appelle les fintech, la crypto, l'IA, la robotique, voilà. Toutes ces nouvelles technologies qui finalement ne peuvent être bien assurées demain qu'avec une bonne compréhension de la part de l'assureur, en intégrant forcément un risque qui est essentiel, qui est celui du risque cyber. Et donc, effectivement, c'est important d'avoir des acteurs qui puissent demain nous aider, même aujourd'hui nous aider à quantifier, à noter ces risques-là pour permettre à l'assureur d'aller plus vite, de bien tarifer et surtout de rendre cette bonne assurance-là accessible à toutes ces entreprises qui en ont besoin. Et dernier point pour nous, 2030, pour le groupe Howden, c'est assez clair. La transition écologique dans le monde, et notamment pour nous, notre vision en Europe, ne peut fonctionner que grâce à l'assurabilité de ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'aucun financeur n'ira vous donner 1 euro pour votre projet de ferme de panneaux solaires, d'hydrogène ou autre, sans être backé derrière par un assureur, soit sur la partie crédit, soit sur la partie opérationnelle. Et donc, on va devoir aller chercher de nouvelles capacités sur le marché de l'assurance qui est déjà, on va dire, bien fourni, mais de nouvelles capacités d'assurance et de réassurance derrière pour aller assurer ces nouveaux projets qui permettront demain finalement à notre écosystème d'aller vers du zéro carbone. Voilà.
Merci beaucoup Jean Guibert. On enchaîne avec vous Ivano. C'est un peu la même question pour Antenia finalement. En quoi vous vous appuyez sur la technologie et comment vous en servez comme levier pour avancer et vous différencier? Je vais rejoindre le point qu'a évoqué Siem. C'est vrai que le marché de l'assurance a pris un petit peu le train en marche au sujet de la digitalisation notamment. On a eu un petit peu de retard à l'allumage, on va dire, qui s'est rattrapé principalement tout d'abord sur plutôt de l'expérience client, des fronts, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une réelle volonté de rattrapage aussi en ayant des outils qui vont être à destination, qui vont servir à la fois l'engagement social, mais surtout l'adaptation de l'offre des assureurs ou des courtiers à leurs clients. Nous, on le voit beaucoup puisqu'on est principalement sur l'assurance de personnes, donc sur la santé, la prévoyance. Et avec le contexte actuel, c'est des produits qui sont assez mouvants, on va dire. Donc nos clients ont besoin d'avoir des outils, une technologie qui leur permet d'être à la fois réactifs et aussi de pouvoir se diversifier sur les canaux de distribution, puisqu'on a de plus en plus aussi d'intermédiation dans l'assurance. Donc la technologie devient aussi un levier de compétitivité pour pouvoir répondre de façon cohérente à un marché qui évolue assez rapidement. Donc voilà, il y a un peu un changement de paradigme. Finalement, c'est la technologie qui va nous permettre d'adapter nos besoins et nos produits à une diversité de risques. Donc en ADP, mais aussi on travaille beaucoup sur le marché de l'assurance professionnelle, où il y a de gros enjeux et un besoin de réactivité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le cœur des demandes aujourd'hui, en tout cas en fil rouge, c'est ce qui ressort des demandes. Et puis après, bien évidemment, il y a un sujet aussi d'automatisation des processus. Et là, on va s'appuyer un petit peu plus sur des sujets en intelligence artificielle, sur la souscription, sur le volet conformité, souscription, vérification des pièces justificatives, etc. Là, on va chercher un levier qui est plutôt interne, on va dire, auprès des équipes. Et puis, je reprends un peu la casquette technique. Il y a aussi pas mal de sujets en matière de développement qui sont drivés aujourd'hui par l'intelligence artificielle notamment. Merci beaucoup Ivano, merci à tous pour ces premières réponses. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se projette un peu plus loin en fait, parce qu'on a parlé des prochaines années. Le thème c'est quand même 2030. Alors ça, on a dit 2030, on aurait pu dire 2040, mais finalement Finance Innovation nous invite à faire un peu un exercice de science-fiction. Et finalement, c'est assez intéressant de réfléchir à ce qui pourrait advenir demain. Aujourd'hui, ce dont tout le monde parle, peut-être vous en avez marre d'en parler d'ailleurs, c'est l'IA. Mais j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu parce que malgré tout, ça ouvre un champ des possibles très vaste. On entrevoit plein de choses. Il y a beaucoup d'annonces, il y a certainement beaucoup d'effets d'annonces, mais néanmoins, il y a un potentiel derrière. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, et je pense que la question que se pose tout le monde, c'est vous, chacun, respectivement, dans vos sociétés, dans vos activités, comment vous comptez vous appuyer sur l'IA et qu'est-ce que vous comptez en faire à horizon un peu plus lointain, du coup, et positionnons-nous à minima en 2030. Ivano, on commence avec vous. Alors moi, mon ressenti, c'est qu'on est un peu dans une phase de temporisation. Il y a eu vraiment un effet, il y a 2 ans, un peu d'euphorie, où on voulait faire de l'IA pour faire de l'IA. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu recentré le débat. C'est à quoi va nous servir finalement cette technologie. Donc nous, c'est vrai qu'on a encore une approche assez prudente. On voit les leviers que j'ai cités tout à l'heure sur des sujets de souscription, de vérification, de conformité, vérification des pièces justificatives. Vraiment éviter tout un travail de saisie manuelle auprès des gestionnaires, puisque c'est la population cible, nous, pour l'utilisation de nos outils. Donc là, on va avoir vraiment des leviers qui sont importants aujourd'hui. Sur ces aspects-là, nous, on s'appuie plutôt sur des pure players, des gens qui ont déjà des solutions déployées, puisqu'on ne va pas réinventer la roue. En revanche, là où je vois émerger une tendance et des choses assez intéressantes pour l'avenir, c'est la capitalisation en fait, sur la base documentaire qu'on va avoir. Nous, en tant qu'éditeur de solutions logicielles, on va stocker les informations clients, les informations des contrats, les informations des produits aussi en termes de tarification, les informations en termes de sinistralité. Et aujourd'hui, nous, notre rêve, on va dire, en tout cas ce sur quoi on souhaite travailler, c'est arriver à une solution qui permette d'avoir une sorte de gestionnaire augmenté où on puisse interroger assez facilement aujourd'hui une base de connaissances. Et ça rejoint ce sujet aussi de se rapprocher
des besoins de l'assuré, et travailler aussi en amont, comme le disait Siem tout à l'heure, sur la sinistralité, avoir aussi derrière, à partir de ces récurrences qu'on peut identifier, des actions de prévention ou de l'adaptation de l'offre en temps réel. Donc voilà un peu les deux sujets principaux qu'on identifie nous au sein d'Antennia. Merci beaucoup. On continue avec toi, Luc. Alors, Board of Cyber est positionné sur un sujet pointu par définition, au cœur de la technologie, mais justement, quelle sera la place de l'IA dans tout ça? Est-ce que vous l'entrevoyez déjà comme un levier fort pour demain? Est-ce qu'il y a déjà des projets dans les cartons, ou est-ce que ça reste aujourd'hui un peu plus lointain? Non, on travaille déjà dessus. On a des partenaires avec des universités, des centres de recherche sur le sujet. Il y a un sujet notamment dans l'assurance. Et dans l'assurance, on aime bien les questionnaires quand on va voir un assuré, une entreprise. Et on a des questionnaires partout. Et c'est pas que c'est daté, mais c'est que c'est un peu compliqué. Et c'est pénible pour tout le monde. Donc pour celui qui va analyser, mais celui qui pourra remplir le questionnaire. Et l'idée, c'est d'utiliser, c'est pas du LLM, mais c'est peut-être du RAG. Bon, c'est notre façon de faire de l'IA, mais de dire, une fois qu'on a rempli 5, 6, 7 fois le document, quand on a toute l'information qui existe, réutiliser et pré-remplir en tout cas le questionnaire pour l'assurer. Et ça va être un gain pour tout le monde. Ça marche dans l'assurance, mais on parle de DORA aussi dans le monde de l'assurance, on parle de NIS 2, c'est des nouvelles régulations dans la partie cybersécurité, où ça va être pareil, on va demander des questionnaires à tout le monde, notamment dans les entreprises tech, on va crouler sous les questionnaires. Donc on va essayer de tuer ce problème-là. Donc ça, c'est un avantage et qui paraît assez évident, c'est ce que tu disais sur le fait de, évidemment, on a la documentation de l'information, il faut juste la mettre dans le bon purpose pour que ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième sujet, moi je m'occupais, on en parlait, je pilotais du conseil au management d'innovation dans un grand cabinet. L'IA, c'est pas nouveau. L'avantage du LLM, c'est que tout d'un coup, ça devient intelligible. Et donc, on peut interagir. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et nous, on est sur un sujet qui est un peu complexe. Et on se dit qu'en fait, on va pouvoir le rendre moins complexe grâce à l'IA. On va pouvoir rendre ça beaucoup plus simple et intelligible pour des non-experts en cybersécurité de comprendre ce problème-là. Et ça, c'est un énorme gap. C'est comment on peut rendre ça simple. Et puis, le troisième enjeu, c'est pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. On est sur un sujet où finalement en quelques minutes on peut être paralysé par une attaque cyber. Finalement l'IA permet de réagir beaucoup plus rapidement, de détecter un peu ce qu'on le voit finalement, on le voit sur l'IA par exemple dans la médecine où on peut détecter bien plus rapidement qu'un radiologue si on a finalement un cancer du poumon, un cancer du sein, on peut analyser là-dessus. Pareil, il faut faire la même chose sur les risques cyber, on peut prendre plein de faisceaux faibles et tout d'un coup se dire tiens il se passe quelque chose et le détecter beaucoup plus rapidement. Donc c'est quand même 3 enjeux très intéressants de simplifier ce problème récurrent des questionnaires, de rendre intelligible quelque chose qui est non intelligible et d'être beaucoup plus rapide pour réagir en cas d'attaque. Merci beaucoup Luc. Je retiens de ce que tu disais à l'instant ce côté très intéressant de finalement ce qui a fait sortir de l'ombre l'IA, c'est le fait qu'elle devienne intelligible et qu'on puisse interagir. Et donc c'est un vrai sujet puisque finalement ça démontre le côté très humain, en tout cas l'importance de la relation, y compris dans l'innovation pour chacun de nous. Peut-être une réaction là-dessus et évidemment votre vision, ta vision Siam de l'avenir de l'assurance par rapport à l'IA. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'IA, elle a apporté un vrai booster, on va dire, de la partie innovation technologique. Alors, je rejoins entièrement ce qui a été dit, notamment l'aspect, effectivement, c'est une technologie et il ne faut pas faire de la technologie pour de la technologie. Parce qu'on a tendance quand même au début à penser, il y a une nouvelle technologie générative, en plus, d'IA générative, qui permet d'aller plus loin et de manière très très simple et très accessible quasiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un expert, un data scientist, etc. pour manipuler. Donc il y a cette tentative effectivement de dire on a envie de tirer bénéfice de cette technologie et il se trouve qu'effectivement on voit là dans différents retours d'expérience des cas d'usage, on voit qu'effectivement ça peut être un vrai levier pour apporter de l'innovation technologique au service de l'efficacité opérationnelle, au service de la relation client, etc. Pour autant,
Est-ce que ça va révolutionner? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une nouvelle technologie c'est pas une hype, c'est pas une vague, un peu une technologie à la mode. Alors on peut citer la plus récente, c'était le métaverse, où tout le monde, s'était emballé un peu en disant on va créer des environnements, etc. Et certains acteurs ont été jusqu'à vraiment investir dans cette nouvelle technologie, même si il y avait beaucoup quand même des observateurs, il y avait beaucoup de réticences sur l'acceptabilité au fait de ce type de parcours complètement virtuel, etc., qui pouvait marcher aux États-Unis, en Asie, etc., en Amérique, mais pas du tout dans une culture européenne et encore moins dans une culture française. Donc, dans l'approche d'innovation, on est très très centré sur l'acceptabilité, la désirabilité de la solution et est-ce qu'elle répond à un réel besoin. Donc, l'innovation gadget, c'est vrai que sur les 10 années d'existence des activités d'innovation dans notre secteur de manière structurée, avec des directions, avec des activités professionnelles, etc. On a eu cette période d'innovation gadget, il faut le reconnaître, et il faut l'assumer aussi, parce qu'on a appris aussi, on apprend aussi des échecs. Et cette innovation gadget, aujourd'hui, n'a plus sa place, y compris quand il s'agit de technologie. Donc on est très, très regardant, en fait, et très méfiant quand il y a une nouvelle technologie qui est un petit peu à la mode comme ça. Il faut être vigilant sur quel est l'apport réellement à la création de valeur au final. Et l'intelligence artificielle générative, contrairement au métaverse que j'ai cité comme exemple, il y en a plein d'autres, des nouvelles technologies qui ont connu comme ça des petites vagues un peu de mode et très vite passées. Là, on a quand même une certitude que c'est quelque chose qui est vraiment installé plutôt dans la durée. Mais simplement parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas l'IA, elle existait déjà. C'est juste une nouvelle forme, enfin juste entre guillemets, c'est une nouvelle forme de ces algorithmes intelligents, prédictifs, génératifs, etc., qui vient apporter de nouvelles opportunités encore et de nouvelles possibilités, de nouveaux champs des possibles, qui est assez intéressant et qui effectivement peut démontrer qu'il y a de la création de valeur, à condition que, donc là on arrive au mais, parce que c'est très intéressant, mais aujourd'hui ce qu'on constate, donc il y a plusieurs aspects. Le premier peut-être qu'on peut citer, c'est l'évolution de cette technologie. On le voit quasiment toutes les semaines, on a de nouvelles annonces, on a de nouvelles possibilités et c'est pas quelque chose de stabilisé aujourd'hui d'un point de vue technologique. On a aussi une évolution réglementaire, un cadre réglementaire qui est en train d'évoluer. Certes, on a l'AI Act qui aujourd'hui est entré en vigueur et qui va commencer à structurer en tout cas les pratiques au sein des entreprises, et partout d'ailleurs. Mais pour autant, on ne sait pas comment ça peut se décliner demain et quel est le cadre réglementaire au fait qui va s'imposer. Donc ça déjà, ça apporte quand même des points d'interrogation dont il faut garder une certaine vigilance. Et après, il y a l'aspect humain. Oui, l'IA, elle est là, l'IA générative notamment, elle va accélérer l'innovation, elle va changer pas mal de choses, mais il y a quand même l'humain en centre. Et tout à l'heure, encore une fois, on en parlait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a une croyance qui est très partagée au sein de notre secteur, en tout cas dans le domaine mutualiste. L'IA, c'est quelque chose qui va être au service d'eux. C'est un outil d'assistance. C'est en aucun cas, je pense qu'on a dépassé le fantasme de l'IA qui va remplacer et qu'on va automatiser avec un bouton de A à Z de tous nos process, etc. On va optimiser, on va apporter de l'aide via de l'IA, on va faciliter aussi le quotidien des collaborateurs parce qu'effectivement, on n'a pas cette capacité de traiter autant de données, mais c'est de l'IA qui est au service d'eux et donc ça veut dire qu'il faut encore plus investir dans l'humain. On peut investir dans la technologie, mais il faut encore plus investir dans l'humain, donc via l'acculturation, l'accompagnement, la sensibilisation également, la montée en compétences, toute la partie prospective sur l'évolution du métier, comment chacun peut devenir responsable aussi, de se dire voilà mon métier aujourd'hui, et étant acculturé à ce que cette technologie peut m'apporter, comment je fais évoluer moi mon métier, je ne subis pas, mais j'accompagne cette transformation. Donc c'est tous ces sujets-là, au fait, qu'il faut aussi garder au centre. Et enfin, aujourd'hui, au-delà de l'évolution et encore de l'instabilité, entre guillemets, de l'évolution de ces technologies qui évoluent encore, il y a aussi le côté coût. Aujourd'hui, on n'a pas un coût, on n'a pas un business model qui est stable en fonction de comment on l'utilise. Est-ce que c'est du cloud? Est-ce que c'est pay per use? Enfin, il y a différents modèles, au fait. Donc,
Ça aussi, on a un rôle aussi d'acculturation sur ce sujet de coût, de dire que ça a un coût. Parce que ChatGPT qui est arrivé grand public il y a 2 ans, c'est vrai que tout le monde a l'impression que quand on utilise de l'IA générative, ça n'a pas de coût. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a une différence entre poser une question sur un ChatGPT où il va faire une recherche et vraiment utiliser de l'IA générative dans des process et des parcours métiers. Et le dernier point quand même, dans le mais quand même, c'est l'impact environnemental. Parce qu'on parle aujourd'hui d'IA frugale, on parle aussi de responsabilité par rapport à l'utilisation de ces technologies. Donc certes, elle est là, elle va certainement rester dans la durée, mais il y a quand même tous ces sujets-là, tous ces enjeux auxquels il faut encore répondre, en tout cas dans notre secteur. Les autres secteurs se posent les mêmes questions, mais en tout cas, nous, en tant qu'acteurs de l'assurance, on a besoin, en fait, collectivement, d'ailleurs, d'apporter des réponses et challenger aussi des solutions, y compris quand elles sont portées par des startups et autres, sur cet aspect aussi environnemental. Merci beaucoup, Siam. Effectivement, le coût écologique de l'assurance, enfin pas de l'assurance, pardon, mais de l'IA est un sujet très vaste et assez partagé, je crois. Jean Guibert, on termine avec toi, si tu veux bien. L'IA, quelle vision pour Howden et Oui. quel différenciant demain? Alors, j'aurais aimé vous dire il y a 1 an, investissez sur Nvidia plutôt que de l'IA directement, c'est plus rentable. Effectivement, nous, sur l'aspect plus grand risque, courtage d'assurance B2B, on ne va pas remplacer finalement nos chargés de clientèle, nos chargés de compte, nos gestionnaires par de l'IA, c'est impossible. On est obligé de les garder, c'est un savoir-faire. Voilà. Par contre, les aider derrière à améliorer leur process de gestion, améliorer leur process de facturation et autres, c'est totalement faisable. C'est d'ailleurs ce que fait le groupe Howden au niveau du siège à Londres, en mettant en place dans les outils de gestion des OCR, ce type de technologie qui permet de comparer des documents, qui permet de vérifier s'il n'y a pas d'erreur, etc. En soi, on ne va pas réinventer la roue, on va juste essayer de donner des outils un peu plus intuitifs ou des outils qui sont plus accessibles, on va dire, à tout un chacun pour leur permettre d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Voilà, pardon. Et tout ça, ça repose notamment sur les logiciels de CRM ou toutes les solutions in-house qu'on peut avoir pour gérer nos contrats. Là où l'IA, par contre, est pour nous un vecteur de croissance et de développement chez Howden, c'est plus sur, on va dire, de l'accompagnement lié à l'assurance paramétrique. Bon, on n'en a pas trop parlé. Il y a d'autres tables rondes effectivement où ils abordent ce sujet. Effectivement, lorsqu'on parle d'assurance paramétrique, on va parler de données et d'interprétation de données, d'une masse de données très importante. Et derrière, effectivement, on peut parler d'IA ou d'agrégation de données, ce qu'on veut. On peut donner plein de termes, effectivement, mais c'est là où nous, le groupe Howden, nous avons investi et on a monté un partenariat avec Microsoft aux US, justement pour utiliser leur puissance de calcul pour justement pouvoir modéliser des modèles liés à certaines typologies de risques au niveau de l'agriculture. Voilà. Après, voilà, encore une fois, on maintient l'humain, on maintient nos collaborateurs et autres, on va juste leur donner des moyens d'aller un peu plus rapidement sur des tâches et je crois qu'on a une formation bientôt sur l'utilisation de Copilot, excellent, je vous en dirai plus l'année prochaine, mais voilà un petit peu notre vision sur l'usage de l'IA en tout cas. Ok, merci beaucoup. Alors je crois qu'on avait un bon tour d'horizon de votre vision sur l'impact de la technologie. Je voudrais juste, avant qu'on termine, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous laisser 1 minute 30, 2 minutes chacun, juste pour le mot de la fin, et puis pour avoir en quelques mots justement votre vision de l'avenir et de l'impact de la technologie. Je pense qu'il ressort, hein, on est assez d'accord sur le sujet, on n'est pas devant une révolution aujourd'hui, on est plutôt sur des technologies qui vont plus accompagner l'humain, plus accompagner le gestionnaire et qui vont permettre de faire évoluer les offres des courtiers et des assureurs en fonction des attentes. Pour moi, c'est plutôt un outil sur lequel on doit se reposer et continuer à investir. Mais il ne faut pas attendre de l'IA aujourd'hui qu'elle vienne complètement régénérer le secteur.
Et puis comme le soulignait Siam, c'est des modèles aussi qui prennent beaucoup de temps à s'enrichir, donc beaucoup d'argent par conséquent, beaucoup d'énergie. Donc voilà, pour moi, ça sera plutôt sur une vision à 5-10 ans où on aura un retour d'expérience, mais ça me semble un petit peu tôt aujourd'hui pour juger ce qu'il en sera en 2030. Alors 2030, c'est un peu tôt finalement, 2040 plutôt. Voilà. Merci beaucoup Ivano. Luc, si tu veux bien. Oui, en fait, par exemple, quand tu prends ChatGPT dans les écoles, ils avaient, enfin, école commerce ou autre ingénieur, ils avaient dit au départ, on va bloquer. Il faut que vous appreniez à utiliser pas ChatGPT, et puis ils se sont rendus compte que de toute façon la vague était là. Donc c'était plutôt à savoir comment gérer une hallucination, enfin comment comprendre finalement derrière. Donc de toute façon l'usage est là et les nouvelles générations sont complètement appropriées l'outil. Donc il est là, il va impacter. Et je pense, je suis assez d'accord qu'il va avoir un véritable impact. Après, souvent dans le monde de l'assurance, c'est souvent de l'automatisation qui fonctionne. Il y a quelques années, on parlait de RPA, Robotic Process Automation. C'était la révolution. Tout d'un coup, tout le monde devait mettre ses petits robots un peu partout. Puis après, on s'est rendu compte que, bah oui, on avait gagné 25% de Robert, mais Robert était toujours là. On ne va pas virer 25% de Robert. Donc, c'était un peu compliqué. Donc il y avait de l'optimisation. Ça a permis, en innovation, c'est assez intéressant, en fait, ça a permis de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant parce que c'était viable financièrement. Et donc, ça a permis d'avoir des choses différentes. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est finalement les nouveaux cas d'usage qu'on va découvrir. On pense souvent à des premiers cas d'usage, puis au fur et à mesure, on utilise, puis on se rend compte que, mais en fait, on pourrait l'utiliser comme ça, et quelqu'un va révolutionner, et puis ça permet de faire, entre guillemets, du low cost aussi, des choses beaucoup plus fines et affinées. Donc je pense que c'est des choses qui vont être intéressantes dans le secteur. Après, c'est un secteur qui est, par définition, à une certaine aversion au risque, et donc ça prend toujours un peu plus de temps. Et donc on fait attention, il y a des bacs à sable, etc., mais avant de déployer sur des données clients, on met du temps. Donc je pense qu'on va mettre quelques années avant que ça s'approprie, mais on va adresser des problèmes très pragmatiques et je suis sûr qu'on aura des jours très heureux dans les prochaines décennies. Merci beaucoup Luc. Siam. Alors moi je dirais il y a peut-être 2 points essentiels. Le premier c'est la technologie en tant que telle, c'est surtout l'usage qu'on en fait derrière, c'est le cadre qu'on pose au fait pour ces technologies. On a parlé du côté responsable, du côté frugal, on peut parler aussi d'éthique. C'est quoi l'éthique qu'on pose aussi autour de ces technologies, alors que ce soit l'IA mais aussi d'autres technologies. Et d'ailleurs, en général, c'est une combinaison de plusieurs technologies. L'IA, on a beaucoup parlé de l'IA générative, mais l'IA générative combinée avec d'autres technologies, c'est aussi intéressant à considérer. Et le deuxième point, je pense, essentiel, si on peut se projeter à demain, je ne suis pas à 2040, pas du tout, mais vraiment plutôt à aujourd'hui, à demain, c'est le côté anticipation. C'est des sujets, et on le dit souvent en prospective, on évolue dans un monde VUCA, donc, qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et on le voit aujourd'hui avec des tendances qui ne sont plus des tendances, qui sont vraiment des réalités aujourd'hui. Et le fait d'être dans l'anticipation, d'être dans une approche de veille, et notamment de veille technologique, de suivre ces technologies, de les surveiller, suivre leur évolution, etc., et d'être dans l'anticipation, dans une approche de prospective, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Voilà, ces 2 points-là. Merci beaucoup Siam. Jean Guibert. Oui, alors, bon, du coup, je ne vais pas répondre sur l'IA parce que j'ai dit ce qu'on faisait sur l'IA, effectivement, on n'a rien révolutionné. Par contre, effectivement, en dernier mot, sur la technologie, son impact sur le marché de l'assurance demain, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Je pense que la seule chose à notre niveau qu'on peut dire à nos confrères au courtage d'assurance plutôt d'entreprise, c'est informez-vous, apprenez, comprenez ce que sont ces nouvelles technologies. On parlait d'IA depuis tout à l'heure, mais demain, si vous devez pitcher une entreprise du secteur dans l'industrie qui a intégré des process, de l'IA dans les process industriels pour améliorer telle chose, et qui a vendu cette solution à son concurrent ou à d'autres entités, comment est-ce que cette IA fonctionne? Quels sont les risques cartographiés derrière? Et comment, finalement, vous pouvez transférer ces risques à une compagnie d'assurance? C'est la clé, parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, et notamment ici, on a beaucoup d'insurtech, on a beaucoup d'entreprises qui vont aller chercher de la masse, c'est-à-dire d'aller assurer énormément d'entreprises ou de particuliers avec des produits qui sont standards, chacun son métier. Sur les grands risques et les risques d'entreprise notamment, elles sont toutes en train de changer, elles intègrent toutes ces nouveaux process. Et comprenez les impacts, essayez de comprendre les impacts
de ces nouvelles technologies au sein de ces entreprises, parce que potentiellement, elles peuvent accroître de manière exponentielle l'exposition financière de ces petites entreprises, majoritairement sur un risque cyber. Et encore une fois, on a plein d'acteurs top en France, comme des Stoic, comme des Datac et autres. Il faut pousser ces solutions-là parce que finalement, il n'y a rien de pire pour un client que de ne pas être assuré le moment où le problème arrive. Et si c'est lié à la technologie, vous vous en voudrez parce qu'on en a tous parlé autour de cette table ronde de l'IA et autres. Et si c'est lié à ça, vous auriez dû le dire à l'assureur. Merci Jean-Guibert. Je crois que tu voulais ajouter un mot, Luc. Oui, on a parlé un peu de l'innovation sociale, de l'innovation technologique. En innovation, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est l'innovation en business model. Et en fait, ces nouvelles technologies peuvent permettre d'innover aussi. On se rappelle un peu le fiasco de l'innovation pour la voiture. C'est suivant que tu conduises bien, pas bien, tu ne payes pas la même prime. En revanche, je pense que dans la cyber, ça pourrait arriver dans les prochaines années parce qu'on va pouvoir juger quasiment en temps réel si finalement l'entreprise a pris les bonnes préconisations ou pas. Et ça peut arriver dans les 4-5 prochaines années. Ça peut arriver assez rapidement si on saura si l'entreprise a bien agi ou pas. Et donc ça peut faire des business models qui seraient très très différents. Bien protégé, mal protégé, ça fait la différence. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc, merci à tous. Avant de conclure, moi ce que je retiens en fait de cette table ronde, c'est finalement la place de l'humain qui reste un peu au centre, alors que ce soit le client, parce que finalement on va utiliser la techno, on va utiliser l'IA pour se mettre au service du client, pour répondre mieux à ses besoins, pour être plus rapide, plus simple. Voilà, mais ça peut être aussi le collaborateur. Parce que l'IA, elle peut l'aider dans son travail au quotidien. Et l'idée n'est évidemment pas de le remplacer, mais plutôt de l'aider et de lui donner des outils qui lui permettent de mieux faire son travail. Je crois que tu as cité tout à l'heure, Siam, l'éthique. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez creuser, je vous invite à télécharger l'Innovation Paper. Vous trouverez, il y a des petits QR codes qui s'affichent de temps en temps, ça tourne. Et dans l'Innovation Paper qu'on a écrit avec d'ailleurs à la suite d'une trentaine même, je crois peut-être 40 entretiens avec plein de prestataires technologiques, des acteurs de l'assurance, des courtiers. Donc vous retrouvez toutes ces citations à l'intérieur de l'Innovation Paper et donc il y a un passage sur l'éthique qui peut être intéressant. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à toi Ivano, merci à toi Luc, merci Siam, merci Jean-Guibert. Et merci à tous pour cet échange fructueux. Bonne journée à tous. Je te laisse le micro. Merci beaucoup, merci aux intervenants. Et je pense qu'on a parlé beaucoup d'humains. Et du coup, pour la dernière table ronde, je vais inviter Doria Cherkaski, David Dubois,